sans plus attendre, voici le top 10 des films préférés, tout année confondu, de Jonathan Lépine. Je tiens à préciser que je ne vais révéler aucun moment clé des intrigues des films, ou même ne pas parler des intrigues des films, car je considère que le moins on en sait avant d'écouter un film, et le mieux cela est. Les titres sont en anglais, car quand un film qui s'appelait The Protector est traduit pour L'honneur du dragon, quand le film en question ne comporte ni honneur ni dragon mais des éléphants, j'ai donc décidé de rester fidèle au titre original des œuvres, étant donné parfois les problèmes liés à la traduction française. Numéro 10. Old Boy, du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, sorti en 2003. Je ne pouvais tout simplement pas ignorer le meilleur film illustrant le thème de la vengeance. Un thème très couramment utilisé, même à surabondance dans le domaine cinématographique. Toutefois, Old Boy réussit à nous montrer que la vengeance est un thème toujours très intéressant si bien utilisé. L'intrigue est tout sauf prévisible, on a ici un récit original et savamment construit, très bien réalisé, et la performance de Min Shin-chong dans le rôle principal est excellente. C'est grâce à des œuvres comme Old Boy qu'on se rend compte qu'on a avantage à aller voir ailleurs, qu'on constate que le cinéma asiatique est riche et truffé de petites merveilles. Et assurément, les autres vengeances vous paraîtront fades en comparaison avec Old Boy. Laugh, and the world laughs with you. Weep, and you weep alone. Numéro 9. Je devais inclure un film québécois dans cette liste, car nous avons une liste de petites perles ici dans notre province, qui n'est pas encore un pays malheureusement, et Monsieur Lazare, de Philippe Falardeau, sorti en 2011, est une très belle perle. Ce film nous présente une vision réaliste de notre système scolaire, et nous incite à songer à ses torts et à ses bons points, et le film ne prend jamais un parti. Mais la vraie force de Monsieur Lazare réside avant tout dans ses personnages, bien construits, attachants, et interprétés par des acteurs de talent. Mention d'honneur au jeu des enfants, qui est presque irréprochable, et qui démontre que Philippe Falardeau a décidément un talent pour diriger des acteurs de cet âge. Le récit s'enchaîne sans anicroche, le montage est exemplaire et même comique par moments. Ce film vaut le détour et prouve que le cinéma québécois est riche et qu'il n'a pas besoin d'imiter le cinéma américain. Numéro 8. Unforgiven, de Clint Eastwood, sorti en 1992. Unforgiven, c'est avant tout une idée déconcertante aux premiers abords, mais qui se révèle fichtrement intéressante. L'objectif? Déconstruire les mythes du western, peindre une vision plus réaliste de l'ère du Far West, et ironiquement, c'est Eastwood lui-même qui a aidé à bâtir ces mythes. Et le film ne serait pas ici si l'objectif n'était pas réussi. Le film joue très habilement avec nos attentes, il connaît nos prévisions, et si nous croyons savoir où nous allons, nous nous sommes bien trompés. Tout est méticuleusement mis en place pour préparer la scène finale, scène surprenante et pleine de surprises, et dont la mise en scène est grandiose. Eastwood n'est pas que derrière la caméra, il est aussi devant et offre comme toujours le meilleur de lui-même aux côtés de grands acteurs comme Morgan Freeman et Gene Hackman. Bref, Unforgiven est un film qui est audacieux, savoureux, mais surtout excellent, ainsi il mérite amplement sa place dans cette liste. Unforgiven. Numéro 7. Darren Aronofsky est très certainement le réalisateur non décédé pour qui j'éprouve le plus de respect et le plus d'admiration. Et ce n'est pas pour rien. Toutes ses œuvres sont de grande qualité, et plus particulièrement Requiem for a Dream, qui est un film exceptionnel à tous les niveaux. La direction photo et artistique sert très habilement la thématique du film, le montage sonore, audacieux, nous aide à nous plonger dans cette histoire, cette expérience étrange, mais menée de main de maître. La distribution est excellente, Jared Leto et Ellen Burstyn y vont à fond pour entrer dans la peau des rêveurs qu'ils sont. Après une telle expérience, on ne regarde plus jamais ses rêves de la même façon. Numéro 6. Christopher Nolan fait partie de ces artistes dont le talent semble malheureusement se tarir à mesure que le temps passe. Mais si The Dark Knight Rises fut une déception à de nombreux égards et à de nombreux niveaux, son premier véritablement long métrage, Memento, est tout simplement sublime.
Nolan a toujours eu le don d'exploiter des idées intrigantes et intéressantes dans ses œuvres. Ici, la question est, que feriez-vous si vous n'étiez plus capable de former de nouveaux souvenirs, si votre mémoire à long terme n'emmagasine plus rien? Et au contraire d'Inception, la réalisation de Memento sert vraiment cette idée, l'alimente et vient redéfinir tout bonnement la narration cinématographique. Au diable les acteurs et la musique, grâce uniquement à son scénario et à sa réalisation, Memento s'élève, se hisse, pour atteindre le rang des films qu'il faut absolument voir. Plus rien n'est jamais pareil après son visionnement, il s'agit d'un véritable tour de force. You know, I've had more rewarding friendships than this one. Although I do get to keep telling the same jokes. Le plus grand dilemme de ce top 10 fut de choisir qui entre Once Upon a Time in the West et The Good, The Bad and the Ugly, tous deux réalisés par Sergio Leone, allait prendre la 5e place. Si le premier est la quintessence de ce qu'est le western spaghetti, le dernier propose des personnages sensiblement plus forts et mieux définis, et c'est grâce à cela qu'il l'emporte. Le titre est invocateur, la force de l'œuvre réside principalement dans le trio de cow-boys avides d'argent. Eastwood, Van Cleef et Wallace donnent naissance à des personnages ô combien différents, mais tout aussi intéressants. D'ailleurs, le personnage de Van Cleef fit un tel effet sur Maurice qui décida de lui dédier un album de Lucky Luke. Mais l'œuvre n'est pas que personnage. Ennio Morricone démontre à travers les presque 3 heures du film pourquoi il est considéré comme un des plus grands compositeurs qui soit. Leone, plus mature que jamais, apprend des 2 précédents volets de la trilogie de l'Homme sans nom, et ainsi la réalisation est stylée, maîtrisée et ô combien efficace, faisant en sorte que ce 3e volet est une véritable réussite à divers niveaux. Numéro 4. Once Upon a Time in America de Sergio Leone, sorti en 1984. 269 minutes. 4 heures et 29 minutes. C'est la durée de Once Upon a Time in America, le dernier film de Sergio Leone. Mais quelle belle façon de clôturer une filmographie. Tel un sac de chips, la 3e itération de cette trilogie des Once Upon a Time in se laisse dévorer sans la moindre pause. Et oui, le film est long. Et oui, le film a des longueurs. Mais des longueurs qui sont essentielles à la thématique principale du film, la nostalgie. Un thème qui repose sur les épaules de Robert De Niro, qui interprète le personnage principal avec brio. Il livre ici une de ses meilleures performances. Mentionnons aussi l'excellent travail de James Wood, un grand acteur qui démontre encore une fois ici. Ennio Morricone signe encore la composition musicale de l'œuvre, et nous épate encore et toujours de par son talent, et par son habileté à créer de telles musiques. Le scénario a peut-être mal vieilli, car repris plusieurs fois par d'autres, mais c'est véritablement grâce à la façon dont il est traité que ce film est non seulement le meilleur de Leone, mais aussi un des meilleurs qui soit. Numéro 3. Mr. Nobody de Jaco van der Merwe, sorti en 2009. Mr. Nobody est un film saisissant, car la proposition de Jaco van der Merwe, en une ère où il est difficile de ne pas tomber dans le cliché, est novatrice et ne ressemble à rien à ce que nous avons pu voir au courant des dernières décennies, bien qu'il y ait quelques similitudes avec The Fountain d'Aronofsky. Mélange habile de plusieurs genres, tels la romance et la science-fiction, Mr. Nobody est avant tout un film très poétique et onirique, au montage efficace, qui tient le spectateur en suspens et en haleine. Plus est, la réalisation est parfois audacieuse, mais elle ne s'égare pas. En plus, Van der Merwe utilise très bien le regard énigmatique de Jared Leto, qui campe admirablement bien le rôle principal. I'm 9 years old. I could run faster than a train. Que faisons-nous? Quel choix devrions-nous faire? Mr. Nobody est un film qui nous laisse songeurs, peut-être perplexes, mais qui nous fait rêver, et c'est justement une des nobles fonctions du cinéma. I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. À la 2e position, nous retrouvons un film d'amour, qui est bon, très bon. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondrin signe un bel exploit en nous livrant un film qui, de prime d'abord, semble simple, mais qui vient se complexifier au fur et à mesure que le récit avance. L'œuvre s'intéresse au fondement même de ce qu'est l'amour, sans jamais vraiment donner une réponse précise, mais c'est une voie
très intéressante et originale qui lui permet de se hisser largement au-dessus de la mêlée. Ajoutons à ça le charmant couple formé par une succulente Kate Winslet et un Jim Carrey qui montre que The Truman Show n'était pas un coup de chance. Un scénario très solide et riche en rebondissements, une distribution de très bon niveau, une réalisation époustouflante qui sert très habilement le récit, et vous avez non seulement un film d'amour absolument remarquable, mais tout simplement un film d'exception qui, à coup sûr, vous n'aurez pas envie d'oublier. Et pour la première place, si vous me connaissez personnellement, vous savez que je suis un fan fini de Charlie Chaplin. C'est donc sans aucune surprise que la première place revient à The Great Dictator de Charles Chaplin, sorti en 1940. Si beaucoup pensèrent que le passage au cinéma parlant allait faire chuter la qualité des films de Chaplin, ils se trompèrent, et The Great Dictator en est la preuve concrète. C'est un parfait mix entre l'action et la parole. Chaplin démontre ainsi qu'il n'est pas qu'un fantastique pantomime, mais aussi un artiste polyvalent et complet. Même âgé de 73 ans, The Great Dictator a terriblement bien vieilli et se porte même mieux aujourd'hui qu'avant, car, en dépit de sa vieillesse, le film respire un vent de fraîcheur. Enfin, une comédie qui nous fait rire grâce à des gags variés, allant tant du comique de situation qu'à l'absurde, et sans la moindre trace d'humour scatologique. Oh, there it goes. We're out of gas. Well, I suppose this is the end. Cigarette? Not now. Then I shan't need this anymore. Donc, comme un vin, le film gagne en valeur, en saveur avec l'âge. À l'exception d'une réalisation très conventionnelle et d'une direction photo qui respecte les standards, tout est un petit bijou. Les acteurs sont formidables, même si Chaplin vole véritablement et voire doublement la vedette grâce à son interprétation du barbier juif, et d'Adoniram Hinkle, saisissant pastiche d'Hitler. Jack Oakie arrive tout de même à lui faire un peu d'ombre en parvenant à se glisser habilement dans la peau de Napoleone, dictateur de Bacteria. La direction artistique est tout bonnement incroyable, et sert à merveille les thématiques abordées. Mais si The Great Dictator surpasse les 9 autres œuvres de cette liste, c'est parce qu'il s'agit non seulement d'un produit de divertissement et de réflexion de grande qualité, mais surtout car il s'agit d'une œuvre engagée, qui témoigne d'un message qui, très pertinent à l'époque, l'est encore aujourd'hui. C'est en 1938 que Chaplin démarre ce projet qui vise à dénoncer les excès des régimes fascistes et du régime nazi, alors que les États-Unis ne sont pas en guerre, et que la guerre, en fait, n'est même pas encore commencée. Or, Chaplin n'a pas perçu ce film comme étant une occasion de s'exprimer ou de faire de l'argent, mais il l'a vu comme une nécessité de dénoncer les situations inadmissibles qui avaient lieu en Europe, comme une opportunité de peut-être améliorer le sort de la race humaine. Et tout ça contre l'opinion publique et politique de l'époque. Et ça, mes amis, c'est le cinéma à son meilleur.